Donc je suis très heureux que Martin Rueff ait accepté de se joindre à nous. Je rappelle que Martin Rueff est professeur des universités à Genève et que c'est un des grands traducteurs de littérature italienne, notamment de Calvino, de Giorgio Agamben, de Carlo Ginzburg, de Cesare Pavese. Et donc Pasolini est dans une constellation littéraire qu'il connaît parfaitement. Et je pense que c'est très important de lire Pasolini entouré des autres écrivains. Et donc, il va nous parler de questions de linguistique. Nous avons abordé, bien entendu, hier d'ailleurs, notamment lors du débat sur la traduction, on a abordé le problème ou la question du rapport de Pasolini à la langue. Et donc, il était important à la langue et à la linguistique. C'était également un sémioticien. Et donc, merci Martin d'aborder ce problème. Je rappelle que Martin aussi a publié l'année dernière un numéro spécial de la revue Critique sur Pasolini où plusieurs intervenants qui sont présents ici, auxquels plusieurs intervenants ont participé. C'est une somme à la fois politique, esthétique et littéraire sur l'œuvre et la vie de Pasolini. Donc merci Martin. Merci René et merci à vous. Elsa Morante fait comme s'il y avait quelque chose comme l'italien et que c'était la langue que l'esprit a suggérée dans ce monde pour pouvoir s'exprimer. Elle en ignore tous les éléments stylistiques, aussi bien en tant que langue parlée que comme langue littéraire, et elle n'en saisit que l'absolu. Son italien est une pure fiction. Elsa Morante, écrit Pasolini en 1964, fait comme si l'italien existait. Finge che l'italiano ci sia. Son italien est une pure fiction, una mera finzione. Cette provocation de Pasolini, provocation dans la mesure où l'italien semble bien exister comme langue au moment où Elsa Morante écrit, que nous donne-t-elle à penser ? Au-delà du rapport de Pasolini à Elsa Morante, dialogue décisif pour la compréhension du dernier Pasolini selon Fortini, et qui est aussi un dialogue intérieur à l'œuvre de René de Ceccati lui-même, qui a tant fait pour la connaissance de l'une et de l'autre, au-delà donc de ce que Pasolini vise dans l'œuvre de Morante, que peut bien vouloir signifier que de faire comme si la langue dans laquelle nous écrivons existait ? Et quelle serait l'hypothèse inverse ? Faire comme si la langue dans laquelle nous écrivons n'existait pas, comme si elle était une langue morte. Comment la langue dans laquelle nous écrivons pourrait-elle être une langue morte si elle est parlée, écrite et relayée par des millions et des millions de locutrices et de locuteurs ? Et si la langue que nous parlons était morte, dans quelle langue alors faudrait-il que nous écrivions ? Pasolini inverserait-il l'antique partage formulé par saint Paul, selon lequel la lettre tue et l'esprit vivifie ? Quand saint Paul propose d'écrire, citation que Pasolini tient dans son cœur, un Nouveau Testament, écrit non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur nos cœurs. Si la langue que nous parlons est une fiction, et qu'elle était morte, alors l'écriture serait-elle de chair et de vie ? Est-il possible d'écrire dans une langue morte ? Et si oui, dans quel but ? Pour la rendre vivante ou pour la rendre vraiment morte ? Telles sont les questions que Pasolini affronte dans les années 60 et qu'il nous lègue dans un article intitulé « Nuove questioni linguistiche » publié dans la revue Rinascita le 26 décembre 1964. Pasolini, je le souligne, accordait une très grande importance à ce texte. Il en a publié plusieurs versions et il l'a repris dans Empirismo eretico, publié à Milan en 1972. Dans ce volume, d'ailleurs, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec René, ce texte, Nuove questioni linguistiche, et Nouvelles questions linguistiques, ouvre Empirisme hérétique. C'est le premier texte de ce livre. Or, cet article,
qui concerne pas moins que la politique et la sociologie de la langue italienne, ainsi que la position des écrivains à leur endroit, j'y reviens, fit naître de nombreuses discussions auxquelles ont pris part dans la presse et dans des essais nourris des personnages éminents, des écrivains comme Moravio Calvino et des linguistes comme Cesare Segre. Je note que cet article n'a pas été traduit dans l'édition française d'Empirismo Eretico, l'expérience hérétique, titre traduction, traduire empirisme par expérience, je pense que ça aurait pu plaire à Kant, mais seulement à lui. Empirismo Eretico, empirisme hérétique et pas expérience hérétique, traduction d'Anna Rocchi-Pulberg, qui avait paru chez Paillon en 1976. Dans ce volume, le texte Nuove questioni linguistiche manque. Un mot sur son titre. Perché nuove questioni linguistiche? Pourquoi nouvelles questions linguistiques? En fait, ce titre fait écho à une formulation ancienne qu'on appelle dans la tradition italienne la questione della lingua, la question de la langue. Cette question héritée de Dante et difficile à comprendre pour les Françaises et les Français consiste à savoir quelle est la langue d'Italie qu'il faut adopter pour écrire la littérature italienne. Ce problème a été formulé de manière décisive par Dante dans son traité de l'éloquence vulgaire, traité composé entre 1304 et 1305, et abandonné, même si les conclusions peuvent se mesurer dans la décision d'écrire la Divine Comédie. Elle va obséder les lettres d'Italie au XVe siècle et au XVIe siècle, et vous en trouvez des traces à la fois chez Bembo et chez Machiavel, et évidemment chez Manzoni, dans la décision de réécrire I Promessi Sposi. Je le redis, la situation ne peut pas être comparée à la France, puisque, comme vous le savez, et peut-être avez-vous lu ce magnifique livre de Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, qui s'appelait « Une politique de la langue, la Révolution française, la langue et les patois », qui était consacré à l'enquête de l'abbé Grégoire en 1794. L'abbé Grégoire avait présenté à la Convention un rapport dont le titre, la violence du titre devrait vous frapper. Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. La thèse de l'abbé Grégoire, qui était la thèse des constituants, étant qu'une langue a besoin d'une nation, une nation a besoin d'une langue, et une seule langue, comme dans l'ancien droit romain, une seule religion. Donc, Pasolini transforme la question de la langue en nouvelle question linguistique, et c'est aussi ainsi qu'il la rénove, en mettant non pas lingua ma linguistica, c'est-à-dire en faisant une question technique. Il donne corps à ses intuitions en s'inspirant de ses lectures résolument marxistes de Gramsci et des linguistes de sa génération, dont Tullio Mauro ou Cesare Segre. Il ne se contente pas d'ailleurs de poser de nouvelles questions linguistiques, vous allez le voir. Il offre un panorama exceptionnel des écrivains de son temps et il les classe par rapport à ces critères. Je vais donc, et pardonnez-moi surtout après ce qui a été dit, me concentrer sur cet article et sur ses conséquences. Mon propos sera très limité, mais quand même j'aimerais m'interroger avec vous sur la portée d'un texte pour nous toutes et nous tous qui sommes convaincus que nous écrivons une langue vivante. Je vais donc lire ce texte avec vous pour en éclairer les enjeux et tâcher d'en tirer des conséquences pour ce que j'appellerais volontiers l'anthropologie linguistique de Pasolini et les conséquences littéraires qui s'en suivent. Comme vous le voyez, la portée de mon propos est résolument limitée. Pour situer ma démarche, deux prémices sont cependant nécessaires. La première concerne Pasolini, la seconde, la notion de langue morte en tant qu'elle s'oppose à langue vivante. Un mot donc sur Pasolini. Si les réflexions de Pasolini sur la langue et sur le choix de la langue dans laquelle écrire sont constantes depuis 1942, les Poesie a casa, il a à peine 20 ans, jusqu'à l'entretien avec les lycéens du Palmieri de Lecce, le 21 octobre 1975, il lui reste à peine 10 jours à vivre. Si Pasolini fut de tous les écrivains italiens de la seconde moitié du XXe siècle, celui qui sut se rendre, je le dis solennellement,
le plus sensible aux conditions politiques de l'énonciation littéraire et aux conséquences qu'il en faut tirer, la puissance incarnée de son énonciation, le mythe qui l'entoure, ont occulté progressivement la force théorique et pratique de ses propositions. On connaît les composantes chimiques du mythe Pasolini. On en a mesuré des traces dans ces journées. Le poète mis à mort par la société, le poète dernier prophète, le poète qui a raison même quand il a tort, il faut avoir le courage de ses idées et les défendre jusqu'à la mort, la passion est le moteur de la connaissance vraie, l'homosexualité est exemplaire des relations à venir, et c'était mieux avant. Donc ces composantes du mythe assurent en grande partie ce qu'on pourrait appeler l'image idéologique de Pasolini, et il arrive que de grands esprits y cèdent. Pourtant, on ne s'est pas assez averti de ce que ces composantes étaient toutes reconductibles à la manière dont Pasolini conçoit et incarne ce qu'on pourrait appeler les conditions subjectives et collectives de l'énonciation. Ce que l'on n'a pas fait, et qu'il faut faire aujourd'hui, si l'on veut rapprocher le mythe de Pasolini de la connaissance que l'on peut avoir de lui et des conséquences qu'on peut en tirer pour aujourd'hui, c'est de rappeler qu'il n'a eu de cesse qu'il ne réfléchit théoriquement aux conditions de possibilité des énoncés et pas simplement des énonciations. En d'autres termes, si chacune et chacun peut aimer faire de Pasolini un martyr de la vérité et voir dans ce martyr une figure du poète-prophète, il n'est pas inutile de se demander dans quelle langue Pasolini considérait qu'un martyr de la vérité devait s'exprimer. Ou encore, si Pasolini a incarné une certaine politique des êtres parlants, pour parler comme Milner, il a passé une grande partie de son existence d'écrivain et d'intellectuel à se demander dans quelle langue formuler la politique des êtres parlants pour que cette politique soit une politique de vie et non une politique de mort. La deuxième prémisse concerne la notion même de langue morte. La métaphore de la langue comme organisme vivant est classiquement citée, si vous lisez la littérature sur la question, comme une caractéristique qui serait typique du XIXe siècle. Et l'on mobilise généralement, pour le montrer, des citations de Humboldt, de Bob surtout, et de Schleicher. Ce dernier étant un linguiste darwinien qui conçoit les langues comme des organismes vivants. En France, l'enseignement des langues vivantes, la qualification de langue vivante, date de l'ordonnance de Vatimesnil de 1829. Et depuis, on est habitué, vous êtes habitués, nous sommes habitués, à séparer commodément les langues en deux ensembles, en rangeant d'un côté, dans les langues mortes, le latin et le grec ancien, et parfois d'autres langues, comme le sanskrit et l'hébreu ancien en tout cas, selon les contextes scolaires, scientifiques ou politiques où on se situe, et dans les langues vivantes, toutes les autres. Pourtant, il faut le rappeler, le motif ne date pas du XIXe siècle et des premières réflexions de linguistique comparée. Le motif trouve sa source en Italie. L'opposition de la langue morte et de la langue vivante, c'est une opposition qui est traduite à partir de Dante entre ce qui est stable, le latin, appris par la grammaire, et donc lettre morte, mais stable, et ce qui est variable, les langues vernaculaires, appris par l'usage. Et ce premier paradigme s'est installé et déplacé dans l'Italie de la Renaissance, et la première attestation de l'expression lingua morta, comme ça, si on vous pose la question ce soir au dîner, vous pourriez répondre. La première fois qu'on a parlé de lingua morta, c'est le grammairien italien Cittolini, en 1540, qui dit dans une lettre que la lingua latina è morta e sepolta nei libri, la langue latine est morte et enterrée dans les livres, et solo la volgare, et seule la langue vulgaire, vernaculaire, est vive. Et ensuite, des historiens de l'expression ont repéré la trace chez Sperone Speroni en 1828 ou chez Benedetto Varchi. En d'autres termes, attention, une langue est vivante si elle est parlée, est morte si on peut la lire, mais qu'on ne peut plus la parler. L'origine dantesque, je le redis, est décisive, et que Pasolini ait choisi ce titre de la langue vulgaire
pour intituler son dernier entretien avec les lycéens de Lecce, évidemment il ne savait pas que ce serait le dernier, hein, eût dû suffire à attirer l'attention des commentateurs sur l'importance de cette question, c'est-à-dire l'opposition entre langue vivante et langue morte, dans l'œuvre de Pasolini. Donc un mot, quelques mots, hein, que je suis obligé de résumer cet article hein, sous forme de thèse. Hein. Je résume les nouvelles questions linguistiques de Pasolini, pardonnez-moi, hein, à 6 thèses hein, massives qui se dégagent d'une lecture attentive du texte. Donc, la première thèse de Pasolini, c'est que pour poser la question linguistique aujourd'hui, il faut se fonder sur, je cite, les rapports que les écrivains entretiennent avec la koiné italienne. Le mot koiné désignant hein, la langue vulgaire, hein, la langue diffusée, la langue commune. Or, la thèse de Pasolini, toujours sur ce premier moment de la démonstration, hein, c'est que la koiné italienne est déchirée par une sacro-sainte dualité, l'italien instrumental d'un côté et l'italien littéraire d'autre part. Et il assène, et ce point, je le redis, est difficile à comprendre pour des oreilles françaises, hein, il n'y a pas en Italie de langue nationale. Il écrit ça en 1964. Il n'y a pas en Italie de langue nationale. Ce qu'il y a, dit-il, c'est la langue italienne instrumentale parlée par la bourgeoisie, et c'est cela la koiné. Et la question de ce que ça veut dire qu'écrire en italien en 1964, c'est de savoir quelle position on va adopter à l'endroit de la koiné. Je le cite. Il s'agit d'une langue qui n'est pas nationale, qui recouvre un corps historico-social fragmentaire, que ce soit dans un sens vertical, un sens extensif. La couverture linguistique d'une réalité fragmentaire se projette sur la normativité de la langue écrite, née comme langue littéraire, et donc pseudo-nationale. La langue parlée, dit Pasolini, en d'autres termes, est dominée par la pratique, alors que la langue littéraire est dominée par la tradition. Il conclut, la pratique comme la tradition sont des éléments inauthentiques. Ces langues s'appliquent au réel, elles n'en sont pas l'expression. Ou mieux, elles expriment une réalité qui n'est pas une réalité nationale. Elles expriment la réalité de la bourgeoisie d'Italie qui, dans les premières décennies de l'unité, n'a pas pu s'identifier avec la société italienne. Pasolini, Pasolini fixe ici un critère essentiel, me semble-t-il, pour départager les langues mortes et les langues vivantes. Vivante, la langue qui exprime le réel, pour lui le terme est technique, exprime le réel. Morte, la langue qui s'y applique. Or, pour Pasolini, la langue parlée est morte parce qu'elle s'y applique pratiquement, et la langue littéraire est morte parce qu'elle s'y applique théoriquement. La langue parlée par les Italiens est une langue morte, la langue écrite par les écrivains italiens est une langue morte. Deuxième thèse, Pasolini va donc considérer la littérature qui s'écrit dans son temps au regard de cette réalité, la double mort de l'italien. Et il va tracer un diagramme qui a déclenché des foudres dont il faudrait mesurer la violence. Hein. Voilà, il dit, en fait, on peut considérer que la langue moyenne est une ligne, d'accord, qui distribue 3 bandes. La ligne médiane, sur laquelle se déploie une littérature purement scolaire et académique. La ligne haute, qui donne une littérature qui peut être sublime ou hyperlinguistique. Et la ligne basse, qui donne les littératures naturalistes dialectales. Ligne médiane, ligne haute, ligne basse. Et il va
Alors, si l'article s'était arrêté là, je pense que tout le monde aurait été content, aurait soufflé, aurait dit « ouf, il ne donne pas d'exemple ». Mais bien sûr, il donne des exemples. Donc, son avis, c'est que sur la ligne basse, on trouve les dialectaux. Et il dit, voilà, il y a les dialectaux de premier ordre, et notamment ceux dont il ne cesse de tresser les louanges, di Giacomo Giotti Tessa Noventa. Les véristes aussi, qui ont tous leur origine chez Verga. Sur la ligne haute, il situe celui qu'il appelle le plus grand expérimentateur de la langue italienne du XXe siècle, qui est Gadda. Calvino et Pasolini partagent une même conviction, c'est que le grand écrivain inventeur d'une langue haute pour la littérature italienne du XXe siècle, c'est Gadda. Mais les choses se compliquent quand il se consacre à ce qu'il appelle la ligne médiane, le niveau de la ligne médiane, c'est-à-dire ce niveau, je le cite, des écrivains que nous pourrions appeler les écrivains de la médiocrité. Alors, il y a les écrivains de la médiocrité nostalgique, comme Bassani, d'accord, qui se sent obligé de citer du style sublimis pour colorer sa langue médiane. Et puis, il dit, voilà, si on se rapproche de plus en plus de la ligne médiane, c'est-à-dire de la langue de la koiné, on trouve 3 écrivains, et là c'est très féroce parce que ce sont ses amis, Moravia, Calvino, Morante. Et c'est dans ce cadre, dit-il, voilà, il dit « L'italien de Moravia, pour vous donner une citation, est une fiction d'italien moyen. Le rapport de Calvino avec l'italien moyen est plus aimable, il n'est pas polémique. » Et c'est là qu'il conclut, c'était par là que j'avais commencé, le rapport d'Elsa Morante à l'italien moyen est très particulier, elle fait comme si cette langue existait. Vous voyez, c'est cette partie évidemment de l'article qui a déclenché des polémiques, et on a, grâce à un très très bon chercheur, un livre qui recueille toutes les réactions des écrivains. Calvino a écrit 2 textes, il a été très très blessé par cet article qui a contribué à une fâcherie avec Pasolini, dont on pourrait faire par ailleurs l'histoire. Alors, au-delà du palmarès, qui vaut ce qu'il vaut, et j'imagine que personne d'entre vous n'est d'accord avec cela, ou certains sont d'accord ou d'autres pas, je pense que ce qui est important, c'est de se demander comment Pasolini conçoit le rapport de l'écriture, d'accord, à la langue moyenne comme langue morte. Tel est mon objet. Et donc, ici, il faut se reporter à la 3e thèse. Et la 3e thèse de Pasolini dans cet article, c'est que nous sommes confrontés, nous, écrivains italiens, à ce qu'il faut appeler une nouvelle crise linguistique, qui est la crise linguistique des années 50-60. Et cette crise linguistique, dit-il, correspond à une crise de la littérature, entraîne une crise de la littérature, qui est la fin du mandat de l'écrivain. Comment caractériser cette crise ? Il va la détailler de la manière suivante. C'est, je cite, la dévitalisation des récentes expériences littéraires, la vitalité apparente des avant-gardes, expérience qui offre aux linguistes le symptôme le plus éclatant de la crise culturelle de l'italien, qui n'a jusqu'à maintenant trouvé aucune explication satisfaisante. Alors, dans la 4e thèse, elle consiste, de la part de Pasolini, à offrir un panorama sociolinguistique de l'Italie et à caractériser ce qui fait la langue moyenne italienne, cette langue morte. Et Pasolini distingue 3 caractéristiques de cette alors on pourrait dire, si vous voulez, novlangue, si on était orwellien, LTI, si on était klemperérien, etc. Ce n'est pas la question. Il y a 3 critères. Premier critère de cette koiné comme langue morte, le technicisme. Je cite, la terminologie technique a envahi la langue italienne et l'a coupée de ses racines expressives. Deuxième caractéristique de la koiné, ce qu'il appelle l'invasion du langage journalistique dans l'expression du quotidien. Alors, c'est des pages tout à fait magnifiques. Le langage du journalisme, dit-il, qui a pris des traits à la langue française,
consiste pour l'essentiel à faire croire à son interlocuteur que dans la modalité particulière de la communication, on est doté d'arguments rationnels pour le convaincre. Technicisme, journalisme, et surtout, une thèse qu'il n'invente pas mais qu'il prend à Gramsci, l'homologation. La koiné de la langue technique journalistique de l'Italie des années 50, c'est une langue homologuée par la télévision, et Hervé Joubert-Lancin et Caroline Michel avaient traduit ces textes dans un volume fort utile, la koiné, qui, justement, nappe, si vous voulez, gèle les capacités expressives. Pour ce qui nous concerne, je le cite, le langage télévisuel a mis fin à la fonction didactique qui aurait pu la diriger vers un bal italien. Désormais, la fonction didactique de la télévision semble aller dans la direction d'une grammaire et d'un lexique dont la norme n'est plus dictée par le purisme, mais par la pure instrumentalité. La communication prévaut sur l'expressivité. Et donc, la langue télévisuelle est une koiné homologuée de mort. Et il va donner des exemples, c'est des exemples assez drôles, j'en cite un parce que Pasolini, quand il est polémique, sait être très drôle. Il dit voilà ce que j'entends à la télévision ce soir à l'occasion de l'inauguration d'une entreprise. Je cite, la productivité des investissements autoroutiers dépendra donc de leur coordination au sein d'une programmation des infrastructures de transport qui tente à compenser les déséquilibres, à éliminer tout goulot d'étranglement, à réduire les gaspillages qu'entraînerait la concurrence entre différents moyens de transport et à donner enfin vie, au total, à un système intégré. Voilà une phrase, dit Pasolini, extraite d'un discours de l'onorevole Moro, qui a été prononcé dans un moment significatif, qui était l'inauguration de l'autoroute du Soleil, que vous aimez emprunter pour aller dans le sud de l'Italie. Mais, dit-il, le problème, c'est que ce n'est pas un discours adressé à des techniciens. C'est un discours adressé à une population, de gens qui étaient là pour l'inauguration. Et ce que fait Moro, c'est d'employer cette koiné, qui est une koiné qui tue l'expressivité. Il va aussi prendre des exemples de scénettes. Il fait un peu son Goffman, il fait un peu de la sociologie de proximité, de la sociolinguistique de proximité. Il donne des exemples empruntés à des salles d'attente. Et il conclut sur cette thèse, le principe de l'homologation se trouve évidemment dans une nouvelle norme sociale de la langue, dans la culture technique, et non plus expressiviste, humaniste. Et il va être très, très concret, là, c'est la cinquième thèse, en disant que la base structurale économico-politique, et ici donc c'est du lexique marxiste, dont émane ce principe unique, c'est le triomphe du Nord sur le Sud. Le triomphe, dit-il, de l'industrialisation de l'Italie du Nord, qui a atteint aujourd'hui un niveau clairement européen, et le type de rapport de ce genre d'industrialisation avec le Midi ont créé une classe sociale hégémonique, et comme telle, unificatrice d'un point de vue linguistique de notre société. Et c'est cette langue, dit-il, c'est cette langue qui est morte et qui l'a emportée. Donc la langue que parlent les écrivains italiens de mon époque, dit Pasolini, quand ils se penchent sur la langue moyenne de la koiné, eh bien, ils écrivent une langue morte pour reproduire une langue parlée qui est une langue morte. En d'autres termes, une langue mornée, dont le dernier temps de l'article s'emploie à décrire les caractéristiques, qui sont des caractéristiques à la fois syntaxiques et lexicales. Il fait si j'ose dire, il fait le travail du linguiste. Il repère des tournures de phrases, il repère donc syntaxe, sémantique, morphologie. Les conséquences pour la littérature, c'est la coda de l'article, sont très claires. Je le cite. Cette phase dans laquelle nous vivons explique l'état de confusion dans lequel se trouve notre littérature privée de références et de perspectives. Et cette phase explique aussi que les avant-gardes ne se soient pas complètement fourvoyées, même si la subversion de la langue qu'elles prétendent opérer est menée contre une langue qui n'existe plus. Donc quand l'avant-garde veut vivifier la koiné en la renversant, d'accord, en fait, elle ne tire pas sur une ambulance, elle tire sur un Maccabée. Quant à leur idée de la langue future, elle consiste en une mythification technologique qui n'a rien à voir avec ce que la technologie pourrait vraiment apporter à la langue. Dernière phrase de l'article.
Pour un homme de lettres qui a de tout autre repère idéologique que ceux de la bourgeoisie, il s'agira de rappeler une nouvelle fois avec Gramsci que si la nouvelle réalité italienne produit une nouvelle langue, l'italien national, la seule manière d'en prendre possession, de le faire sien, est de connaître avec clarté et courage ce qu'est cette langue et quelle est la réalité nationale politique qui la produit. Coda, jamais autant qu'aujourd'hui, le problème de la poésie, il n'a pas été question de la poésie dans cet article jusque-là, jamais. Jamais autant qu'aujourd'hui, le problème de la poésie n'aura été un problème culturel. Alors cet article, hein, on pourrait je prends 5 minutes pour dire ce que j'aurais fait si j'avais un peu plus de temps, mais enfin, s'il y a une version écrite, vous l'aurez. Plusieurs points. Bon, d'abord, on pourrait étudier, évidemment, les réactions des écrivains, la manière dont les écrivains ont pris position par rapport à la thèse de Pasolini. Et notamment 2 articles très... Alors Moravia et Morante, ils sont furieux, donc c'est des invectives dans des lettres. Hein. Calvino, qui était plutôt flegmatique, répond d'une manière différente, hein, dans 2 articles très importants dans lesquels il considère, c'est un article qui va beaucoup compter pour Umberto Eco, que en fait, on est arrivé à un moment où l'italien est une langue enfin internationale, enfin européenne. Donc il a une position, si vous voulez, politique et linguistique par rapport à Pasolini très différente. La deuxième manière dont on pourrait lire ce texte, c'est évidemment de retracer, comme une espèce de séquence, qui serait la séquence Dante, Del Vulgare Eloquio, Gramsci, le carnet 26 sur Dante et la langue de Dante, Pasolini, en rappelant que si Pasolini intitule son dernier texte de langue vulgaire, c'est précisément parce qu'il relie la situation politique italienne actuelle des années 60-70 à partir de la lecture que Gramsci fait de Dante. Mais évidemment, et je pense que c'est plutôt cela qui vous intéresserait, la question se pose de savoir qu'est-ce que Pasolini a tiré comme conséquence pour sa propre pratique poétique de ce constat qu'il a fait. Et évidemment, je répondrai d'une manière dont j'espère qu'elle ne vous semblera pas trop paradoxale. Il me semble que la pulsion de Pasolini aura été d'inventer una nuova lingua morta, une nouvelle langue morte. Et cette nouvelle langue morte, qui serait à même de lutter contre la langue mort-née de l'homologation dans laquelle se complaisent ses contemporains, c'est évidemment son rapport au dialecte de Casarsa, inventé en 1942, et réinventé en 1954, et réinventé en 1974. Pourquoi est-ce que Pasolini s'obsède avec le dialecte? Je vous rappelle que le dialecte qu'il emploie dans les poésies à Casarsa n'a rien à voir avec sa langue natale. Il est né à Bologne, il n'a rien à voir avec Casarsa. Pourquoi il y revient en 1954? Si ce n'est parce que, comme il le dit à plusieurs reprises, le dialecte, c'est la langue d'une origine qui est déjà barrée par la mort. Et donc, ce qu'il faut, c'est inventer une nouvelle langue qui soit une langue qui inverse le rapport vivant-mort, choisir une langue morte pour acquérir la capacité d'une expression vivace. C'est bien ce qui est en jeu dans la Nuova Gioventù, et c'est bien ce qui est en jeu dans la Meglio Gioventù. On pourrait le montrer techniquement dans l'analyse des textes, et on pourrait rappeler, c'est lui-même qui le dit, quand l'écriture littéraire se retrouve plongée dans l'expressivité, quand elle est capable, dit-il, de parler du monde qu'elle doit représenter, bien sûr qu'écrire devient un jeu, mais c'est un divertissement, dit-il, qui vaut comme une expérience de la mort. Un divertissement qui vaut comme une expérience de la mort. Dans les textes que Pasolini a multipliés sur le frioulan, il ne cesse de dire qu'il y recherche ce qu'il appelle une capacité expressive pour m'arracher aux langues appliquées de mon époque, donc appliquées au réel, et c'est bien, me semble-t-il, ce qu'il a essayé de faire aussi quand il s'est consacré à la langue romaine, et on pourrait ici ouvrir un nouveau chapitre.
Le retour à l'origine coïncide d'une part avec la fin de la langue vivante comme langue morte, avec la mort de l'histoire du monde, dit-il, avec la mort de l'histoire du sujet, c'est-à-dire, comme il l'affirme lui-même, il est absolument nécessaire de mourir, car tant que nous sommes vivants, nous manquons de sens, et ce n'est que grâce à la mort que notre vie nous sert à nous exprimer. Ce n'est que grâce à la mort que notre vie nous sert à nous exprimer. C'est la recherche d'une nouvelle langue morte, qui n'est ni celle de Morante, ni celle de Moravia, ni celle de Calvino. C'est une langue morte, inventée comme langue de la mort, traversée pour aller vers la vie, selon un schéma dantesque. Et je conclus en 2 mots. Pasolini, donc, a à la fois inventé une langue morte et jeune pour dire sa passion de la jeunesse, des jeunes, de la jeunesse perdue, à la fois, pour le citer, grande comme le ciel et seule comme le ciel, une obsession de la meilleure jeunesse et de la nouvelle jeunesse, c'est-à-dire une obsession pour le frayage de la vie dans la mort et de la mort comme jeunesse, dans la mort comme sclérose. J'espère vous avoir montré que cette obsession était aussi une obsession politique. En d'autres termes, inventer notre langue morte pourrait bien être une des tâches politiques de la littérature qui vient. De la littérature italienne et des débats que parfois nous ne comprenons mal, même les gens qui parlent italien et qui s'intéressent à la littérature italienne. Moi, je voudrais... peut-être vous n'avez pas vu le film sur Ernest Pignon. Ernest, vous l'avez vu, hein? Et alors, il y a une réflexion qui m'a beaucoup frappé dans le film. Davide, le militant qui parle aux jeunes, il dit au fond le contraire de ce que Pasolini là défend, parce qu'il dit aux jeunes qui parlent napolitain, il dit: il faudrait que vous appreniez l'italien. C'est très frappant, parce qu'on se dit, et il a raison, lui qui a appris l'italien, qui est sorti du dialecte, savait que c'était la langue, même si c'est une langue morte, entre guillemets, selon les critères de Pasolini, c'est la seule langue qui leur permettrait de sortir de leurs conditions. C'est un grand problème parce que, on sait, ça recoupe le conflit de Pasolini et de Moravia à propos de l'école. Quand Pasolini brusquement dit non, à cause justement de cette thèse qu'il défend sur la langue. Il faut fermer les écoles parce qu'on apprend une langue homologuée qui est une langue technique, qui est une langue qui ne correspond pas à la réalité, etc. Alors on ferme les écoles. Et on a uniquement des petits dans les banlieues qui parlent leur dialecte, qui sont incapables de sortir, qui ne peuvent plus parler, qui ne comprennent même plus ce qui est dit à la télévision pour le combattre. Donc c'est un problème en réalité important, enfin je crois. Oui, bien sûr. Merci René de Secati pour cette remarque. Ce qui est en jeu, c'est vraiment, on peut le dire à 2 niveaux. Ce qui est vraiment en jeu dans la manière dont... vous opposez Moravia et Pasolini, c'est le rapport entre universel et singulier. Pasolini ne croit plus, à partir des années 60, à la capacité de récupérer la singularité par l'universalité. Il est convaincu que c'est une impasse. Et donc, à ce titre, il est convaincu que tout ce qui va aller dans le sens de l'homologation et de ce que, en France, à 100 km, enfin 500 km, on appelait les appareils idéologiques d'État, va non seulement ne pas contribuer à l'émancipation, mais disons, précipiter la catastrophe de l'aliénation. Et face à lui, vous avez ce que moi j'ai coutume d'appeler de manière un peu imagée l'axe Rome-Turin, en remontant, c'est-à-dire l'axe qui va justement vers l'illuminisme. Et Calvino, par exemple, quand Pasolini a des propos comme ça, il considère que c'est Pasolini qui est du côté de l'aliénation. Parce qu'il dit, en fait, ce que tu aimes, toi, c'est que les gens... Alors, je pense que cette question, elle est pas du tout historique, parce que elle est au cœur d'un très grand nombre de débats aujourd'hui, de ce qu'on pourrait appeler les pensées décoloniales, c'est-à-dire la question d'où viennent les capacités de s'émanciper. Calvino, comme Moravia, comme Morante, comme Ginsburg, comme Natalia Ginsburg, etc., ce sont des gens qui sont convaincus, comme les Lumières, que ces capacités d'émancipation, elles ne peuvent venir que de la subjectivation de l'universel par l'école, pour dire vite. D'accord ?
Pasolini, lui, a une position que Michael Levy appellerait de romantisme révolutionnaire, qui est de dire non, en fait, cette universalisation, elle va casser la subjectivation. Et quand on pense aujourd'hui à la situation du français en France, etc., je pense que ces débats, ils nous aident beaucoup à nous interroger sur ce que ça peut être une politique de la langue aujourd'hui. Parce que nous, on est complètement de l'autre côté, puisque nous, on est tous, vous êtes toutes et nous sommes tous des abbés grégoires, évidemment. On se dit, voilà. Et donc, la question que Pasolini nous adresse, c'est est-ce que cette universalisation-là... Non, je veux dire, vous êtes... Alors, pardon. Calmez-vous. Calmos. Comme me dirait ma fille, chill, papa, chill. Non, ce que je veux dire par là, c'est que comme nous avons bénéficié, certaines et certains, et qui occupent souvent des positions qui sont des positions dans lesquelles ils peuvent parler, bien sûr. Certaines et certains ont, grâce à cette école-là, acquis les instruments de l'émancipation, d'accord ? Ils comprennent mal le discours de Pasolini. Mais il me semble qu'aujourd'hui, ce discours, il peut être entendu. Pour bien l'entendre, il faut accepter, ce que la remarque que René a faite, c'est-à-dire il faut le dialectiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être entièrement pasolinien, ça c'est sûr que non. Mais en tout cas, ce que Pasolini nous permet, c'est d'interroger des modèles, je dirais, hégémoniques d'universalisation linguistique. Et c'est pour ça, évidemment, qu'il faut lire Nouvelles questions linguistiques. Et il faut le lire, et René a raison, dans ses difficultés techniques, parce que Pasolini, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lit énormément de linguistique, beaucoup d'économie politique, beaucoup de sociologie. C'est pas un professionnel, c'est pas un prof, et tant mieux. Quand il les lit, il les tourne vers des questions vitales. Non, merci. De toute façon, on pourrait élargir je l'ai fait déjà hier à propos de la situation de la langue créole, de la langue des Antilles et la langue française, puisque là aussi, c'est dommage que Patrick Chamoiseau ne soit pas là, parce que Patrick Chamoiseau est passé d'une position de la créolité à la créolisation. Il avait fait un éloge de la créolité avec ses amis, avec Raphaël Confiant notamment, puis finalement il a fait une progression, il s'est aperçu que la créolité était un enfermement, était une fausse émancipation et qu'il fallait absolument passer à la créolisation, c'est-à-dire à un mélange du créole je parle des Antillais bien sûr, avec le français et avec la maîtrise du français. Patrick Chamoiseau fait un éloge de son instituteur. Il ne faut jamais l'oublier. Et que au fond, les grands écrivains ont toujours passé un moment, ont eu un moment où ils ont remercié l'école de leur avoir donné accès à une langue qu'ils peuvent refuser, mais qu'ils maîtrisent. C'est ça qui est important. Tandis que si on dit non, la langue commune, c'est la koiné morte, ça devient très dangereux, parce qu'on enlève les armes pour utiliser et la combattre. Un autre aspect du débat, je l'ai évoqué à la fin, c'est évidemment les conséquences poétiques qu'en tire Pasolini. C'est passionnant aussi, parce que, en fait, ce sont des questions qui ont commencé à se poser chez les poètes français qu'on peut appeler des poètes plurilingues, comme De Guy, Fourcade, qui mettent de l'anglais ou de l'italien ou du grec dans leurs poèmes. Pasolini, dès qu'il commence à écrire, il se demande dans combien de langues il va écrire. D'accord ? Et ça veut dire la manière dont on va pluraliser de l'intérieur la langue, c'est-à-dire utiliser la pluralité dialectale, et ce n'est pas du tout un hasard s'il a une passion pour Pound, puisque Pound, c'est le grand poète, quoi qu'on pense de Pound par ailleurs, c'est le grand poète plurilingue de notre XXe siècle. Et donc je trouve que ces questions, elles sont passionnantes, et elles nous permettent aussi de s'intéresser non pas au merveilleux, magnifique, émouvant, terrible personnage qui était Pasolini, mais à ce qu'il nous dit. Voilà. Merci beaucoup, on vous laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.